Alors, on pensait peut-être que l'affaire Epstein était derrière nous. Eh bien, pas du tout. Des millions, oui, des millions de documents viennent tout juste d'être déclassifiés. Et ce qu'ils révèlent, ça dessine une image bien plus sombre que tout ce qu'on pouvait imaginer. Aujourd'hui, on va plonger là-dedans, en s'appuyant sur l'enquête de François, pour essayer de comprendre ensemble ce que ces fameux Epstein Files nous disent vraiment. Il faut oublier tout de suite l'idée d'un criminel qui aurait agi seul. Non, ce que ces fichiers nous montrent, c'est l'histoire d'un véritable système, un réseau à l'échelle mondiale où le pouvoir, les abus et un sentiment d'impunité totale sont complètement entremêlés. Voyons un peu comment tout ça fonctionnait. Ok, première étape, revenons à la base. Quand on parle des Epstein Files, de quoi s'agit-il au juste? C'est quoi, concrètement? Imaginez un peu, on parle de plus de 3 millions de pages déclassifiées par la justice américaine. À l'intérieur, on trouve absolument de tout, des emails, des photos, des carnets d'adresses, bref, c'est la cartographie quasi complète du réseau d'Epstein. Mais attention, il y a une chose hyper importante à comprendre dès le début. Ce n'est pas parce qu'un nom apparaît dans ces documents que la personne est coupable. La nuance entre être un simple contact et être un complice, elle est fondamentale. Bon, maintenant, plongeons vraiment au cœur du système. Comment cette toile était-elle tissée? Qui étaient les acteurs de ce réseau? Et quelle était la mécanique derrière tout ça? En fait, le réseau fonctionnait comme une véritable machine bien huilée. D'abord, il y avait le recrutement. Souvent, ça passait par de fausses promesses de carrière dans le mannequinat pour attirer de jeunes victimes. Ensuite, venait l'exploitation, dans des lieux bien précis comme son île privée Little St. James ou son appartement à Paris. Et enfin, le but ultime de tout ça, le compromat. L'objectif était clair, obtenir des enregistrements compromettants pour pouvoir faire chanter les élites et s'assurer de leur silence et de leur coopération. Et tout en haut de cette pyramide, on trouve des noms que tout le monde connaît. Bill Clinton, par exemple. Il a voyagé de très nombreuses fois à bord du jet privé d'Epstein, celui qu'on surnommait le Lolita Express. Donald Trump est aussi mentionné pour des vols dans les années 90. Mais les sources sont claires là-dessus, aucune accusation directe ne le vise dans les fichiers récents, et il avait même banni Epstein de sa résidence de Mar-a-Lago. Mais ce réseau s'étendait bien au-delà de la politique. Le prince Andrew, lui, est carrément qualifié de co-conspirateur potentiel dans les documents. Bill Gates est cité pour avoir rencontré Epstein après sa première condamnation. Quant à Elon Musk, il a toujours affirmé avoir refusé toutes les invitations sur l'île. Parce que voilà, derrière chaque nom puissant, il y a des victimes. Et cette question, posée dans une lettre par une victime française, elle est juste glaçante. Elle nous ramène brutalement à la réalité, au coût humain de ce système. Et elle pointe du doigt une interrogation terrible sur l'inaction de la justice. Une justice qui, on va le voir, semble avoir mis un temps fou à réagir en France. Et oui, parce qu'il y a un volet français majeur dans cette affaire, un volet qu'on a souvent tendance à ignorer. Epstein possédait un appartement sur la très prestigieuse avenue Foch à Paris, et cet appartement servait de base opérationnelle. D'ailleurs, son principal recruteur était un agent de mannequin français, Jean-Luc Brunel. Et là, le cas de l'ancien ministre Jack Lang est particulièrement documenté dans les fichiers. On a une note des renseignements généraux de l'époque qui le qualifie d'hôte des petits garçons pendant des séjours à Marrakech. Les documents révèlent aussi un don de plus de 57 000 $ à l'une de ses fondations et des témoignages le placent à certaines soirées parisiennes du réseau. Et il n'y a pas que lui. D'autres noms français apparaissent à différents niveaux. Rachida Dati est mentionnée dans des emails. Des interrogations entourent Cédric Villani. Les noms de Pierre Moscovici ou Bruno Le Maire sont aussi présents. Même Emmanuel Macron est cité, mais pour des liens indirects. Et si tout ce réseau de trafic n'était en fait que la façade de quelque chose de bien plus grand? C'est là qu'on bascule dans une autre dimension, celle de l'espionnage international. La question, elle est donc centrale. Est-ce qu'on assiste juste à une affaire de criminalité sexuelle, aussi énorme soit-elle, ou est-ce que c'était en réalité un outil d'influence, une arme au service de puissances étrangères? En gros, deux hypothèses s'affrontent. La première, qui a été rapportée par le Daily Mail, parle d'un piège à miel qui aurait été orchestré par le KGB russe pour obtenir des informations compromettantes. La seconde, elle pointe plutôt vers une opération similaire, mais menée par le Mossad, les services secrets israéliens. Mais au fond, quelle que soit l'agence derrière, la méthode reste la même. Utiliser le chantage comme une arme de renseignement. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que ce scandale nous dit sur notre époque, sur le traitement médiatique et surtout sur le contexte dans lequel tout ça éclate? C'est là qu'on touche à un paradoxe assez fascinant.
Le discours médiatique dominant s'est très longtemps concentré sur des noms comme Trump ou Musk, tout en passant quasiment sous silence le volet français. Pendant ce temps-là, des allégations sur ces réseaux étaient balayées d'un revers de main, traitées de complotistes par certains fact-checkers. Et l'ironie, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les documents officiels qui viennent confirmer ce qui était dénoncé à l'époque. Il y a une autre question qui est cruciale, c'est celle du timing. Pourquoi ces révélations sortent maintenant, précisément ? L'article de François avance une hypothèse, celle de la diversion. L'idée serait que ce scandale monstrueux monopolise l'attention pour, peut-être, masquer d'autres crises bien plus vastes, une menace d'effondrement économique, des tensions géopolitiques, des guerres en cours. Et cette question de l'impunité, ça soulève un parallèle assez troublant. L'article met en lumière un paradoxe. Comment un État qui s'arroge le droit de mener des exécutions ciblées sans aucun procès peut-il être crédible quand il prétend rendre une justice impartiale pour les victimes d'un réseau comme celui d'Epstein ? La frontière de l'impunité, elle se situe où exactement ? Pour conclure, les Epstein Files seraient donc bien plus qu'un simple fait divers, aussi sordide soit-il. Ils seraient la preuve, là, sous nos yeux, d'un vaste système de contrôle par le chantage. C'est l'arbre qui cache une immense forêt de corruption, avec des racines profondes et très très étendues. La question qui reste en suspens, c'est finalement la plus importante. Si ce scandale n'est que la pointe de l'iceberg, qu'est-ce qui se cache sous la surface ? Les vrais enjeux sont peut-être économiques, géopolitiques ou judiciaires. Et c'est cette interrogation, laissée grande ouverte par les Epstein Files, qui est sans doute la plus dérangeante de toutes.